Le petit garçon de 9 ans entra dans le hall du grand hôtel Georges V à Paris avec les mains tremblantes et un billet de 50 € serré dans son poing. C'était tout ce qu'il possédait. Les économies d'une année entière collectées pièce par pièce. Il s'approcha du comptoir de la réception où une femme élégante en tailleur gris le regarda de haut en bas avec dégoût. Le petit garçon, la voix brisée par les larmes, lui tendit le billet et une feuille de papier froissé. Il expliqua qu'il cherchait son père, que sa mère venait de mourir et que c'était la seule adresse qu'il avait trouvée parmi ses affaires. La directrice prit le papier, le regarda à peine, puis fit quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Elle déchira le billet de l'enfant en 2 morceaux devant ses yeux pleins de larmes, disant que les mendiants n'étaient pas admis dans cet établissement. Ce qu'elle ignorait, c'est que le propriétaire de tout l'hôtel se tenait juste derrière elle et qu'il avait tout vu. Et cette adresse sur le papier était la sienne. Si tu es prêt pour cette histoire, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Mathieu Lefebvre avait 9 ans et un cœur trop grand pour son petit corps maigre. Il était né et avait grandi dans un petit village des collines de Provence, dans une maison modeste aux murs écaillés et au chauffage qui ne fonctionnait qu'à moitié pendant les hivers froids. Sa mère, Anne, avait été tout son univers pendant toutes ces années, une femme forte qui travaillait comme couturière à domicile, cousant des vêtements pour les dames du village jusqu'à tard dans la nuit pour joindre les 2 bouts et mettre du pain sur la table. Anne n'avait jamais parlé du père de Mathieu. Chaque fois que l'enfant posait des questions, elle changeait de sujet avec un sourire triste qui cachait des douleurs qu'il était trop jeune pour comprendre. Elle lui disait seulement que son père était un homme important, un homme qui vivait dans un monde différent du leur, et qu'un jour peut-être il comprendrait tout ce qui s'était passé entre eux. Mathieu avait appris à ne pas insister, parce qu'il voyait comment ses yeux verts de sa mère se remplissaient de larmes chaque fois que le sujet était effleuré. Il s'était construit dans son esprit l'image d'un père héros, un homme qui pour une raison mystérieuse ne pouvait pas être avec eux, mais qui sûrement les aimait de loin et pensait à eux chaque jour. La vie de Mathieu était simple mais pas malheureuse. Il allait à l'école du village voisin, avec quelques amis avec qui jouer au football sur le terrain derrière l'église du village, et chaque soir sa mère lui lisait une histoire avant de dormir. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient l'amour, et pour un enfant cela semblait largement suffisant. Tout changea par une froide nuit de novembre. Anne était rentrée du travail plus fatiguée que d'habitude, avec une pâleur sur le visage que Mathieu n'avait jamais vue auparavant. Elle avait dit que c'était juste un peu de grippe, que cela passerait avec une tisane chaude et une bonne nuit de sommeil. Mais la grippe ne passa pas. 3 semaines plus tard, Anne Lefebvre mourut dans son lit, et consumée par un cancer qu'elle avait caché à tout le monde pour ne pas inquiéter son fils adoré. Les services sociaux arrivèrent le lendemain des funérailles, alors que Mathieu était encore assis devant la tombe de sa mère, dans le petit cimetière du village, incapable de bouger, incapable de pleurer encore parce que les larmes s'étaient taries. Une femme gentille lui expliqua qu'il l'emmènerait dans un foyer, qu'il chercherait des parents, que tout irait bien. Mais Mathieu savait que plus rien n'irait jamais bien sans sa mère à ses côtés. Ce fut en rassemblant ses quelques affaires dans la maison vide qu'il trouva la boîte. Elle était cachée au fond de l'armoire de sa mère, sous une pile de vieux draps, qui sentaient encore son parfum. À l'intérieur, il y avait des photographies jaunies, des lettres jamais envoyées, et une carte de visite élégante, avec un nom et une adresse imprimés en lettres dorées, Alexandre Montfort, Grand Hôtel Georges V, avenue Georges V, Paris. Au dos de la carte, avec l'écriture tremblante de sa mère, il y avait un seul mot écrit à l'encre bleue, « Père ». Mathieu resta immobile pendant de longues minutes, le cœur battant si fort qu'il lui faisait mal dans la poitrine. Son père avait un nom. Son père avait une adresse. Son père était à Paris, à quelques heures de train de là où il se trouvait. Cette nuit-là, au lieu d'attendre que les services sociaux viennent le chercher le lendemain matin, Mathieu prit sa petite valise usée, les 50 € qu'il avait économisés pendant 1 an pour s'acheter un vélo et la carte de visite de son père.
Il laissa une lettre sur la table de la cuisine, expliquant où il allait et pourquoi il devait partir. Puis il sortit dans la nuit froide de Provence et marcha jusqu'à la gare du village voisin pour prendre le premier train vers Paris. Alexandre Montfort avait 65 ans. Des cheveux gris peignés en arrière, des yeux bleus qui avaient vu trop de la vie pour s'étonner encore de quoi que ce soit. Il était le propriétaire du grand hôtel Georges V, l'un des palaces les plus luxueux de Paris, situé sur la prestigieuse avenue du même nom, et d'une chaîne de 12 autres hôtels dispersés à travers la France et l'Europe. Son patrimoine dépassait les 500 millions d'euros, et son nom apparaissait régulièrement dans les listes des hommes d'affaires les plus influents du pays. Mais Alexandre Montfort était aussi un homme profondément seul, malgré tout cet argent et ce pouvoir. Son fils, légitime Marc, était mort dans un accident de voiture 10 ans auparavant, le laissant sans héritier pour reprendre son empire. Sa femme Élisabeth l'avait quitté peu après, incapable de supporter la douleur de cette perte qui les avait détruits tous les deux. Depuis lors, il vivait dans le penthouse du Georges V, entouré de luxe mais dépourvu de toute chaleur humaine véritable. Peu de gens savaient qu'Alexandre portait un secret dans son cœur depuis près de 3 décennies. 30 ans auparavant, quand il était encore un jeune entrepreneur en pleine ascension, il avait eu une relation passionnée avec une jeune femme nommée Anne pendant un été en Provence. Elle était couturière dans le village, belle et simple, avec des yeux verts qui l'avaient ensorcelé dès le premier regard. Il lui avait promis le monde entier, il lui avait juré qu'il reviendrait la chercher, qu'il l'emmènerait à Paris et qu'il l'épouserait devant Dieu et les hommes. Mais la vie avait eu d'autres plans pour lui. Sa famille l'avait contraint à épouser Élisabeth, la fille d'un banquier important, pour sauver l'entreprise familiale de la faillite qui la menaçait. Il avait obéi, choisissant le devoir plutôt que l'amour, et n'était jamais retourné dans ce petit village des collines provençales où il avait connu le bonheur. Ce n'est que des années plus tard, à travers un détective privé qu'il avait engagé, qu'il avait découvert qu'Anne avait eu un fils, un enfant né exactement 9 mois après ce dernier été en Provence. Il avait essayé de la contacter, avait envoyé de l'argent qu'elle avait toujours renvoyé à l'expéditeur, sans même ouvrir les enveloppes, avait tenté de construire un pont qu'elle avait systématiquement refusé de traverser. Anne ne voulait rien de lui, ni pour elle ni pour son fils, qu'elle élevait seule avec fierté et dignité. Alexandre avait respecté son choix, même si cela lui avait brisé le cœur une seconde fois. Il avait continué à faire surveiller la situation de loin par ses hommes, s'assurant qu'il ne manquait de rien sans qu'Anne le sache jamais. Mais ces derniers mois, les rapports du détective étaient devenus de plus en plus préoccupants. Anne était malade, gravement malade, et elle refusait obstinément toute aide extérieure. Puis, 3 jours auparavant, la nouvelle qu'il redoutait depuis longtemps était arrivée comme un coup de tonnerre. Anne Lefebvre était morte, et de l'enfant, de son fils, on avait perdu toute trace depuis les funérailles. Alexandre avait mobilisé tous ses contacts et toutes ses ressources, avait engagé d'autres détectives, avait même pensé à se rendre personnellement en Provence pour le chercher lui-même. Mais personne ne semblait savoir où était passé ce petit garçon de 9 ans qui portait son sang dans les veines. Cet après-midi de décembre, Alexandre se trouvait dans le hall de son hôtel pour une inspection de routine qu'il faisait chaque semaine. Il voulait se distraire, penser à autre chose, se convaincre que l'enfant serait retrouvé et que tout se résoudrait pour le mieux. Il n'imaginait pas que le destin était sur le point de lui servir la réponse de la manière la plus inattendue et la plus douloureuse qui soit. Valérie Martin était la directrice de la réception du grand hôtel Georges V depuis 5 ans. Elle avait 38 ans, une efficacité impitoyable dans son travail et une ambition qui ne connaissait ni limites ni scrupules. Elle était arrivée à ce poste en gravissant chaque échelon avec une détermination féroce, piétinant quiconque s'était mis en travers de sa route, se construisant une réputation de femme dure et inflexible qui faisait trembler même les employés les plus anciens de l'établissement. Pour Valérie, l'hôtel n'était pas seulement un lieu de travail, c'était son royaume, sa scène,
l'endroit où elle pouvait exercer le pouvoir que la vie lui avait refusé dans tous les autres domaines de son existence. Elle avait grandi pauvre, dans la banlieue nord de Paris, à Saint-Denis, dans un quartier où les sirènes de police étaient la bande sonore des nuits et où les rêves mouraient avant même de naître. Fille d'un père qui était parti quand elle avait 3 ans et d'une mère qui se tuait à la tâche dans les maisons des autres, nettoyant les sols de gens qui ne la regardaient même pas en face. Valérie se souvenait encore de l'odeur d'eau de javel sur les mains de sa mère quand elle rentrait le soir, épuisée et silencieuse comme une ombre. Elle se souvenait des chaussures trouées qu'elle devait cacher à ses camarades de classe, des vêtements d'occasion qui étaient toujours trop grands ou trop petits, des rires cruels des enfants riches de l'école privée voisine qui la montraient du doigt quand elle passait. Elle avait juré à elle-même qu'elle ne serait jamais comme sa mère, qu'elle ne servirait jamais personne, qu'un jour ce serait elle qui donnerait les ordres et les autres qui obéiraient. Et elle y était arrivée, du moins en apparence. Elle avait payé ses études en travaillant de nuit comme serveuse dans des restaurants, avait appris 3 langues en autodidacte avec une discipline de fer, avait gravi la hiérarchie du monde hôtelier avec une détermination qui frôlait l'obsession maladive. Son tailleur gris était impeccable, ses cheveux rassemblés en un chignon parfait. Ses manières étaient celles d'une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Mais sous cette surface brillante et polie se cachait un puits de rancœur et d'insatisfaction que rien ne semblait pouvoir combler, une blessure jamais guérie qui saignait chaque fois que quelque chose lui rappelait d'où elle venait. Valérie haïssait les pauvres. Elle les haïssait avec une férocité qu'elle-même ne parvenait pas à s'expliquer complètement. Elle les haïssait parce qu'ils lui rappelaient ses origines, la honte qu'elle avait ressentie enfant, sa mère courbée sur les sols des autres. Elle les haïssait parce que leur seule présence menaçait l'illusion qu'elle s'était construite avec tant d'efforts, l'illusion d'être devenue quelqu'un, d'appartenir enfin au monde doré qu'elle avait toujours rêvé d'atteindre. Quand elle vit ce petit garçon sale et mal habillé entrer dans le hall de son hôtel, quelque chose se déclencha en elle. Une rage ancienne, un dégoût viscéral, un besoin irrépressible de le chasser avant qu'il ne contamine ce monde parfait qu'elle protégeait avec tant de soin. Elle ne vit pas un enfant effrayé et seul qui venait de perdre sa mère. Elle vit une intrusion, une menace, un souvenir vivant de tout ce qu'elle avait essayé de laisser derrière elle. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Elle se vit elle-même à 9 ans, et cette vision lui fit plus mal qu'elle ne l'aurait jamais admis à quiconque. Le petit garçon s'approcha du comptoir d'un pas incertain, les joues striées de larmes séchées, les vêtements sales du long voyage en train depuis la Provence, un billet serré dans son poing comme un talisman, la seule chose de valeur qu'il possédait au monde. Valérie sentit l'irritation monter en elle, tandis qu'elle le regardait traverser le hall majestueux. Comment osait-il se présenter ici, dans cet état lamentable, gâchant l'atmosphère raffinée de son hôtel avec sa présence misérable? Le petit garçon lui tendit une feuille de papier froissée et le billet avec des mains qui tremblaient visiblement. D'une voix brisée par les sanglots contenus, il expliqua qu'il cherchait son père, que sa mère venait de mourir, que c'était la seule adresse qu'il avait trouvée et qu'il avait voyagé toute la nuit pour arriver jusqu'ici. Valérie regarda le papier avec suffisance, reconnaissant la carte de visite du propriétaire. Un mendiant avec la carte de visite de Monsieur Montfort, probablement volée, pensa-t-elle avec cynisme, ou trouvée dans une poubelle quelque part. Ce qu'elle fit ensuite fut dicté par des années de rage comprimée, par une enfance d'humiliation jamais élaborée, par un cœur qui s'était endurci jusqu'à devenir imperméable à la compassion. Elle prit le billet des mains tremblantes de l'enfant d'un geste brusque et le déchira en 2 morceaux devant ses yeux pleins de larmes. Elle lui dit que les mendiants n'étaient pas admis ici, qu'ils devaient disparaître immédiatement avant qu'elle n'appelle la sécurité pour le faire jeter dehors. Le petit garçon resta immobile, comme une statue, les yeux écarquillés d'incrédulité et de douleur, les 2 moitiés de son précieux billet tombant sur le sol de marbre comme des feuilles mortes. Il ne dit rien, ne pleura pas,
ne protesta pas. Il s'effondra simplement sur lui-même, comme si quelque chose en lui s'était définitivement brisé. Valérie se retournait déjà, satisfaite d'avoir éliminé le problème, quand une voix derrière elle la glaça sur place. Alexandre Montfort avait assisté à toute la scène depuis derrière une colonne du hall. Il était descendu pour son inspection habituelle et s'était arrêté pour observer quand il avait vu le petit garçon entrer. Il y avait quelque chose chez cet enfant, quelque chose dans sa façon de marcher, dans la couleur de ses cheveux, dans la forme de son visage qui lui avait serré le cœur dans un étau. Quand le petit garçon avait prononcé les mots qu'il cherchait son père, quand il avait montré la carte de visite, Alexandre avait senti le monde s'arrêter autour de lui. Et quand il avait vu Valérie déchirer le billet de cet enfant, l'humilier de la manière la plus cruelle possible, il avait senti une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis des années monter des profondeurs de son âme. Il s'avança d'un pas lent et mesuré, la voix froide comme l'acier. Il demanda à Valérie ce qu'elle pensait avoir fait. La directrice se retourna surprise, le sourire professionnel se figeant sur ses lèvres en reconnaissant le propriétaire. Elle commença à balbutier une justification, quelque chose sur les mendiants et la réputation de l'hôtel, mais Alexandre l'interrompit d'un geste de la main. Il s'agenouilla devant le petit garçon, ignorant complètement Valérie, et lui demanda gentiment son nom. L'enfant, encore sous le choc, répondit d'un filet de voix qu'il s'appelait Mathieu Lefebvre, et que sa mère s'appelait Anne. Alexandre sentit les larmes lui piquer les yeux pour la première fois depuis la mort de son fils Marc. Il regarda ce jeune visage et y reconnut les traits d'Anne, les yeux verts qui l'avaient fait tomber amoureux 30 ans auparavant, mais aussi quelque chose de lui-même, quelque chose qui ne pouvait être nié ni ignoré. Il ramassa les 2 moitiés du billet déchiré sur le sol de marbre et les mit soigneusement dans la poche de sa veste. Puis il fit quelque chose qui laissa tous les présents bouche bée. Il serra ce petit garçon sale et tremblant dans ses bras, comme s'il était la chose la plus précieuse du monde, le tenant serré contre lui, pendant que l'enfant se laissait enfin aller à un sanglot libérateur qui semblait ne jamais vouloir finir. Valérie observait la scène avec une horreur croissante, commençant à comprendre l'ampleur de son erreur. Elle tenta de s'approcher, d'expliquer, de s'excuser, mais Alexandre l'arrêta d'un regard qui la transperça comme une lame. Il lui dit qu'il avait tout vu, chaque mot, chaque geste. Il lui dit que cet enfant qu'elle avait traité comme un déchet était son fils, et qu'elle venait de commettre l'erreur la plus grave de sa misérable carrière. Ce soir-là, pendant que Mathieu dormait épuisé dans l'une des plus belles suites de l'hôtel, enveloppé dans des draps de soie pour la première fois de sa vie, Alexandre passa plusieurs coups de téléphone. Il appela son avocat, les services sociaux, son médecin personnel. Et il appela aussi les ressources humaines de l'hôtel. Valérie Martin fut convoquée dans son bureau le lendemain matin. Elle pensait qu'elle avait été appelée pour une discussion, peut-être pour une suspension temporaire, le temps que les choses se calment. Elle n'imaginait pas ce qui l'attendait derrière cette porte. Le lendemain matin, le soleil d'hiver filtrait à travers les grandes fenêtres du bureau d'Alexandre Montfort au dernier étage du grand hôtel Georges V. Valérie Martin entra d'un pas hésitant, son attitude arrogante habituelle remplacée par une anxiété palpable qui se lisait sur son visage. Elle avait passé la nuit sans dormir, repensant à ce qui s'était passé, cherchant un moyen de justifier l'injustifiable. Alexandre était assis derrière son bureau en acajou, le visage impénétrable, les yeux qui ne trahissaient aucune émotion. Il la fit asseoir en face de lui et resta silencieux pendant de longs instants, laissant le poids de ce silence l'écraser progressivement. Puis, il commença à parler. Il lui raconta l'histoire d'Anne Lefebvre, la femme qu'il avait aimée et abandonnée 30 ans auparavant. Il lui parla du fils qu'il n'avait jamais pu connaître, du remords qu'il avait consumé pendant toutes ces années, des recherches désespérées des dernières semaines. Il lui décrivit le voyage que ce petit garçon de 9 ans avait fait seul, traversant la moitié de la France avec ses 50 € d'économie et un espoir dans le cœur qu'elle avait piétiné sans pitié. Valérie essaya de parler, de se défendre, mais Alexandre leva la main pour l'arrêter. Il lui dit qu'il comprenait d'où venait son comportement.
Il savait pour son enfance difficile à Saint-Denis les humiliations subies, la rage qui s'était transformée en cruauté, mais comprendre ne signifiait pas pardonner, et expliquer ne signifiait pas justifier. Il lui dit que son licenciement avait déjà été traité, qu'elle ne recevrait aucune lettre de recommandation, que sa carrière dans l'hôtellerie de luxe était terminée. Mais il ne s'arrêta pas là. Il lui annonça qu'il ferait un don important à plusieurs associations qui aidaient les enfants en difficulté, au nom de Mathieu, et qu'il raconterait publiquement cette histoire, sans mentionner son nom, mais en s'assurant que le message soit clair. Valérie quitta ce bureau avec les larmes aux yeux, non pas de repentir, mais de rage d'avoir été démasquée. Mais en traversant le hall pour la dernière fois, son regard croisa celui de Mathieu, qui prenait son petit déjeuner au bar de l'hôtel aux côtés de son père retrouvé. Sur le visage de cet enfant, il n'y avait pas de haine, pas de rancune, pas de désir de vengeance. Il n'y avait qu'une tristesse ancienne et un espoir nouveau qui commençait tout juste à fleurir. Et pendant un instant, Valérie se vit elle-même à 9 ans, pauvre et seule et désespérée d'être vue, d'être aimée. Ce fut sa vraie punition, pas le licenciement, pas la honte publique, mais la prise de conscience d'être devenue exactement le type de personne qui l'avait blessée enfant. 6 mois après cette matinée de décembre, la vie de Mathieu Lefebvre était complètement méconnaissable par rapport à celle du petit garçon qui était entré tremblant dans le hall du Georges V avec 50 € en poche et le cœur plein d'espoir et de peur. Alexandre l'avait légalement reconnu comme son fils à travers un processus qui avait demandé du temps et de la patience, et les deux avaient commencé à construire la relation qu'ils auraient dû avoir depuis le début si le destin ne les avait pas séparés. Ce ne fut pas facile, et aucun des deux n'avait jamais prétendu que ce le serait. Il y eut des moments de colère où Mathieu criait qu'il ne le connaissait pas, qu'il n'avait pas le droit de jouer au père après toutes ces années d'absence, qu'il ne pouvait pas acheter son affection avec de l'argent et des cadeaux. Il y eut des moments d'incompréhension où il semblait parler 2 langues différentes, appartenir à 2 mondes trop éloignés pour pouvoir se rencontrer. Il y eut des moments de douleur pour toutes les années perdues, pour les premiers mots qu'Alexandre n'avait pas entendus, pour les premiers pas qu'il n'avait pas vus, pour les anniversaires et les Noëls passés séparés l'un de l'autre. Mais jour après jour, petit déjeuner après petit déjeuner, promenade après promenade dans le jardin des Tuileries ou le long des quais de la Seine, quelque chose avait grandi entre eux comme une fleur qui pousse dans les fissures du béton. Alexandre avait découvert chez son fils une sensibilité et une force qui l'émouvaient profondément, une capacité de résilience que seuls ceux qui ont connu la douleur peuvent développer. Mathieu avait trouvé chez son père non pas le héros parfait qu'il s'était imaginé enfant dans ses fantasmes, mais un homme imparfait et vulnérable qui cherchait de tout son être à réparer les erreurs du passé, un homme qui pleurait en regardant les photos d'Anne et qui lui demandait pardon chaque jour, sans jamais se lasser. Alexandre avait aussi voulu honorer la mémoire d'Anne de toutes les manières possibles, parce qu'il sentait qu'il le lui devait, parce que c'était la seule façon qu'il avait de lui dire qu'il l'avait vraiment aimé, même s'il n'avait pas eu le courage de le lui prouver quand cela comptait. Il avait fait restaurer sa tombe dans le petit cimetière du village provençal, la transformant en le plus beau monument de cet endroit silencieux. Il avait créé une bourse d'études à son nom pour les jeunes couturières de la région, permettant à des filles, avec le même talent qu'elles, d'étudier et de grandir. Il avait fait en sorte que son histoire soit rappelée avec respect et gratitude par tous ceux qui l'avaient connue. Mathieu ne vivait plus à l'hôtel, mais dans un appartement avenue Foch, un endroit qu'il pouvait appeler maison. Il allait dans une école privée de Paris, mais avait insisté pour garder contact avec ses vieux amis du village. Chaque week-end, il retournait en Provence pour apporter des fleurs sur la tombe de sa mère. Le billet déchiré avait été encadré et accroché dans le bureau d'Alexandre, un rappel constant de comment il s'était trouvé. 1 an exactement après ce jour de décembre, Alexandre organisa un dîner spécial dans la suite où Mathieu avait dormi sa première nuit au Georges V. Père et fils étaient assis l'un en face de l'autre, la table élégamment dressée, les bougies créant une atmosphère intime et chaleureuse.
Alexandre prit la main de son fils et lui dit qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière, qu'il ne pourrait jamais effacer les années d'absence. Mais il lui promit qu'il passerait chaque jour qui lui restait à essayer d'être le père qu'il n'avait pas été. Mathieu ne répondit pas avec des mots. Il se leva, fit le tour de la table et serra son père dans ses bras. C'était une étreinte qui contenait tout, la douleur et l'espoir, le passé et l'avenir, la perte et les retrouvailles. Dehors, Paris brillait de 1000 lumières dans la nuit d'hiver, et quelque part l'esprit d'Anne Lefebvre souriait en voyant enfin réunies les deux personnes qu'elle avait le plus aimées au monde. Cette histoire nous enseigne que les apparences sont toujours trompeuses et que juger quelqu'un sur sa condition extérieure est une erreur grave. Un enfant pauvre peut être l'héritier d'un empire. Une directrice élégante peut cacher un cœur de pierre. Elle nous rappelle que le destin a des façons mystérieuses de réunir les personnes qui devraient être ensemble, et elle nous montre que la justice finit toujours par arriver. Mais surtout, cette histoire nous parle du pouvoir de l'espoir. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce voyage.